Bonjour tout le monde, bienvenue à la Dépêche du Midi. Je vous remercie d'être là, tous publics, invités. Voilà, donc vous allez assister aux rencontres d'Occitanie. Donc c'est un temps de débat qui a été initié il y a 8 ans par la fondation du groupe Dépêche et sa présidente avec Madame Marie-France Marchand-Bailey ici présente. Donc l'objectif de ces rencontres, c'est vraiment d'échanger, de réfléchir collectivement sur des sujets de société. C'est ce qu'on fait tous les jours au sein du journal. C'est ce qui se passe aussi de façon un peu parfois débridée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et puis c'est ce qu'on peut faire aussi, comme on va le faire aujourd'hui, sur un temps d'échange un peu plus direct, hors de cette folie des réseaux sociaux, et un temps d'échange aussi avec le public de manière plus naturelle. Et on le fait en partenariat avec la gendarmerie, qui traite de nombreux sujets de société au quotidien, dans son quotidien sur le terrain, et pas seulement. L'an dernier, on avait abordé la question de l'environnement et des maltraitances animales. Plus récemment, la question du réchauffement climatique et du tourisme éco-responsable a été abordée lors des rencontres organisées dans les locaux de l'Indépendant. Et puis, au printemps, au siège de Midi Libre, le débat a porté sur la prise en charge des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet de société vraiment qui nous tient en haleine un peu tous, c'est celui de l'intelligence artificielle, que ce soit les dérives ou l'emploi utile. Pour échanger sur ce sujet, nous avons 3 interlocuteurs, 3 invités assez spécialistes de la question. Donc, nous avons le général de division Thibault Lagrange, à ma droite, qui est le commandant de la région de gendarmerie Occitanie, qui, au-delà de l'aspect opérationnel, a travaillé sur des missions de cybersécurité numérique au sein de la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots, s'il vous plaît ? Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup déjà de cette invitation. Alors, je ne suis pas expert technique en intelligence artificielle, donc j'espère que vous n'avez pas une attente très forte de codage d'algorithmes ce soir. Enfin, en tout état de cause, je prendrai vos questions et je les transmettrai à qui de droit. Effectivement, je suis commandant de la région de gendarmerie Occitanie depuis le 1er septembre, donc une mission qui concerne pas du tout l'intelligence artificielle pour le coup, mais qui concerne la sécurité publique et la tranquillité publique sur l'ensemble du ressort de la région Occitanie. Auparavant, j'ai effectivement par 2 fois été conseiller du directeur général de la gendarmerie, une fois pour tout ce qui était transformation numérique, et naturellement la transformation numérique, il y a l'intelligence artificielle est un des leviers, la mobilité est un des leviers, et donc c'était un des sujets dont je m'occupais, et j'ai été également conseiller cybersécurité et numérique du DGGN juste avant d'arriver à Toulouse. Donc voilà, je pense avoir une culture du sujet, et j'espère pouvoir vous éclairer sur l'avancée des travaux de la gendarmerie dans ce domaine-là. À votre droite, il y a Olivier Oradou, qui est donc directeur général de Cyberrock. Donc ça, il va nous expliquer ce que c'est. Après avoir été délégué général d'Occitanie Data et avant journaliste à la Dépêche du Midi. Olivier. Tout a été dit, j'ai plus rien à rajouter. Bonjour à toutes et à tous. En effet, c'est un peu particulier pour moi de revenir ici, puisque j'ai été journaliste dans cette belle maison pendant presque 17 ans, jusqu'en 2019. Et je suis parti sur d'autres horizons. Et j'ai été effectivement pendant 5 ans et demi, alors délégué général puis directeur, peu importe le titre, d'Occitanie Data, qui s'est transformé en Equitia, qui est une structure, une association professionnelle qui rassemble des collectivités, des centres de recherche, des entreprises autour des enjeux de la donnée et de l'intelligence artificielle et de comment on arrive à les utiliser dans un cadre de confiance éthique et souverain. Le mot-clé, c'est confiance, et on va en reparler ce soir. J'ai fait ça pendant 5 ans et demi, et en novembre dernier, 5 ans, on dit que c'est souvent un cycle, pour avoir des envies de changer un peu d'air. Je suis devenu directeur général de Cyberrock, donc le centre régional d'expertise en cybersécurité. Et la cybersécurité, c'est aussi un des piliers de la confiance de l'IA, un des 3 piliers. Donc voilà, je ne suis pas forcément un expert non plus, même si je commence à comprendre de quoi on parle à force. Donc on va essayer de vous éclairer, et vous allez essayer de nous renvoyer aussi vos questions. À côté de vous, Serge Graton. Donc vous êtes directeur scientifique d'ANITI, c'est l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle qui se trouve à Toulouse. Voilà. Vous avez écrit de nombreux articles, voire une centaine d'articles dans des revues internationales. Vous traquez les failles de l'IA. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ANITI ? Enfin, vous ne faites pas que ça.
Expliquez-nous un petit peu ce que fait Anity. Oui, donc Anity, c'est un des centres nationaux. Donc, en 2018, suite à un rapport d'un mathématicien qui s'appelle Cédric Villani, l'État a décidé de concentrer les forces nationales en IA sur quelques sites, justement pressentant que c'était un sujet suffisamment d'envergure pour qu'on ait besoin de créer des pôles puissants pour pouvoir comprendre et progresser au rythme de nos partenaires internationaux. Et donc Anity a été lancé en 2018. À l'époque, c'était un institut d'intelligence artificielle. Et l'an dernier, l'État a voulu poursuivre et donner à ces instituts un statut pérenne. Et donc pour ça, l'État a créé cette fois un autre objet qui s'appelle un cluster. Et donc à nouveau, nous sommes repartis à la conquête pour obtenir ce cluster au niveau toulousain. Donc la compétition a été rude, une quinzaine de villes et les grandes villes de France ont candidaté. Et donc Toulouse est ressorti avec un cluster. Donc un cluster, en gros, c'est à nouveau un institut d'intelligence artificielle. Et donc la particularité de cette science, c'est qu'elle couvre, comme j'imagine, on va l'évoquer dans la soirée, elle couvre un grand nombre de disciplines, à la fois les mathématiques, donc ça c'est mon profil d'origine, mais aussi l'informatique et les applications auxquelles elle fait face. Donc ça va être bien sûr le traitement du langage, mais pas uniquement, les géosciences. Et on a besoin aussi beaucoup de sciences humaines et sociales. Et une particularité d'Anity, donc de ce cluster, c'est d'être justement un cluster très pluridisciplinaire et qui a réussi le pari de faire travailler ensemble les universitaires, les écoles du site toulousain avec les industriels qui sont concernés par ces applications de l'intelligence artificielle. Alors, on aurait dû avoir un quatrième intervenant, maître France Charhuillet, mais elle a eu un souci de cybersécurité. Ça ne s'invente pas. Voilà. Donc, on parlera réglementation, on abordera quand même la question de la réglementation et de la donnée, ce qui est important. Alors, on va faire un peu de contexte. L'IA, c'est deux petits mots, deux petites lettres plutôt, et deux petits mots aussi, et pourtant derrière, c'est des défis immenses qui s'annoncent. Preuve en est, le président de la République a mis sur la table, entre guillemets, 109 milliards d'euros au mois de février, pour notamment la construction, on parle de construction de data center, mais pas uniquement. Derrière, il y a de la science, de la recherche, c'est important. Voilà. Si on remonte un peu en arrière, dans les années 80, pour les gens, l'IA, c'était peut-être, aux yeux du grand public, 6PO, le droïde de Star Wars, peut-être c'était ce qui se faisait plus à l'image de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on en a dans nos téléphones, on parle, il y a une intelligence artificielle qui nous répond, on va quelque part, l'intelligence artificielle nous aide à aller quelque part, mais ce n'est pas seulement ça, aujourd'hui. Alors, Monsieur Gratton, je vais peut-être commencer par vous. Quelles sont les applications dont on peut parler au niveau de l'intelligence artificielle ? Je pense qu'il y a en sciences, notamment en médecine, il y a des avancées importantes dont on peut parler. Effectivement, donc peut-être vous avez vu peut-être ces représentations graphiques où on représente par discipline ce que c'est faire l'homme et ce que c'est faire la machine. Et dans un certain nombre de disciplines, eh bien, on arrive à des situations où la machine commence à égaler l'homme. Alors je dis ça, c'est une grosse simplification, puisqu'on va parler beaucoup d'intelligence artificielle de confiance, mais donc la révolution qu'on vit actuellement, c'est que les modèles d'intelligence artificielle sont utilisables par tous. Donc maintenant, l'intelligence artificielle qui était l'apanage de scientifiques de laboratoire, maintenant, elle est sous nos doigts, sous nos claviers. Et les techniques qui ont pu être développées, notamment grâce à l'accès aux données et les ressources de calcul, sont utiles maintenant. On atteint des seuils où la performance rejoint nos usages.
Et donc, les exemples... Oui, par exemple, donc, moi je pensais à Google Health avec la détection de cancer. On se dit, mais jusqu'où ça peut aller? Donc, effectivement, l'imagerie médicale, on est capable d'avoir des intelligences artificielles qui vont avoir la même performance qu'un groupe d'experts. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est s'adresser à un tel outil, eh bien, remplacera le fait d'aller voir tout un tas d'experts comme on peut être tenté de le faire lorsque justement on a des incertitudes. On a aussi un sujet qui est beaucoup travaillé chez nous parce qu'il est très très général, c'est la planification. Donc lorsqu'on a des tâches complexes, comme par exemple faire des séances de radiothérapie, mais les mêmes objets servent à faire de la planification dans d'autres domaines, notamment dans les entreprises. Mais la planification, c'est un domaine qui est très difficile parce qu'on a un certain nombre de tâches et lorsque on cherche toutes les possibilités pour les agencer de la meilleure manière possible, eh bien on a ce qui s'appelle une explosion combinatoire. Ça coûte trop de temps de calcul pour pouvoir traiter raisonnablement le problème. Et l'intelligence artificielle injecte dans ces systèmes un petit peu de sens, de feeling, pour pouvoir résoudre le problème, pas d'une manière optimale, mais d'une manière presque optimale. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans ces affaires-là. Donc en 2025, il va y avoir des expérimentations sur les séances de radiothérapie, mais aussi sur la construction aéronautique où on va utiliser ces systèmes pour séquencer la mise en place des pièces pour construire des avions. Donc ça, c'est des expérimentations qui sont faites et qui vont être faites à Toulouse en 2025. Le but est de faciliter et d'améliorer donc la qualité de vie pour en tout cas la prise en charge. Voilà. Alors moi, d'autres, souvent, vous savez que ce sont des outils qui sont extrêmement coûteux aussi en énergie. On parle de data center et on impacte sur on les met les émissions, la pollution. On les met dans les campagnes et pas près des villes parce que justement il faut des capacités de production d'électricité très importantes pour pouvoir les faire fonctionner. Eh bien, l'intelligence artificielle permet aussi de regarder l'impact sur le climat de l'utilisation justement qui peut en être faite. Donc les ingénieurs, pas très loin, on a Météo France et les chercheurs de Météo France ont mis au point des systèmes basés sur l'intelligence artificielle qui permettent d'accélérer d'un facteur 10 la production du bulletin météo. Et donc ça veut dire 10 fois plus vite, beaucoup moins de ressources informatiques, et ça veut dire que dans les pays du Sud notamment, on va pouvoir utiliser des systèmes à base d'intelligence artificielle pour prédire un certain nombre d'événements qui vont être critiques pour les populations. Donc il y a aussi la robotique. Donc vous avez commencé votre propos par la robotique, et là on peut être un petit peu surpris parce que quand j'étais jeune, on imaginait les années 2000. Les années 2000, c'était vraiment l'horizon. Et là, on se disait, dans les années 2000, les voitures voleront, il y aura des robots partout. Et en fait, c'est pas ça du tout qui s'est passé. On a quand même des voitures qui vont automatiquement. Oui, mais elles ne volent pas toutes. Non, pas encore. Pas le cinquième élément, on n'y est pas encore. C'est ça. Et en fait, finalement, ce qui paraissait plus dur, c'était le langage, la poésie, le texte, la création, l'écriture de romanesque. Ça paraissait vraiment très très dur au point qu'on n'y pensait même pas. Et en fait, ce qu'on a appris finalement, c'est que une certaine qualité moyenne de texte est plus facile à atteindre que des interactions avec des robots intelligents qui soient suffisamment de confiance aussi. Et donc, ça, c'est sans doute ce qu'on verra dans quelques années. Olivier. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que Serge a dit, où effectivement, la lutte pour le réchauffement climatique, je vais y arriver, qui est probablement la problématique majeure face à laquelle on est aujourd'hui, et c'est pas prêt de s'arrêter. L'IA est effectivement une des solutions, mais en fait c'est ce qu'on appelle le pharmacon, c'est-à-dire que c'est à la fois le remède et le poison, parce que oui, je pense qu'on n'arrivera pas, a priori, c'est ce que disent les experts dont je ne suis pas, mais à lutter contre le réchauffement climatique, je crois que je buterai dessus à chaque fois, sans l'IA. Pour autant, il faut être conscient que la consommation de ressources des intelligences artificielles et des intelligences artificielles génératives encore plus, c'est faramineux. Juste un exemple qui va parler à tout le monde. Quand vous faites une recherche Google, donc c'est pas de l'IA générative, le moteur de recherche Google de base,
vous recherchez, je ne sais pas quelle est la durée de cuisson parfaite pour avoir des œufs mollets. Ça va consommer, alors je n'ai pas le chiffre, mais un certain nombre de ressources énergétiques. Si vous faites la même recherche et les gens commencent à avoir ce réflexe-là avec par exemple ChatGPT ou n'importe quel IAGN, c'est 10 fois plus de consommation de ressources énergétiques. Donc il faut l'utiliser à des fins... Pour des raisons qui sont pertinentes. Si c'est pour savoir la cuisson des œufs mollets, à la limite vous ouvrez le livre de Ginette Mathieu, voilà. On l'a tous. Pardon, je l'ai. Voilà, Maître Carrère, peu de vous. Voilà. Général, racontez-nous comment la gendarmerie utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle. À quelle fin? Alors en fait, l'intelligence artificielle, on s'y est intéressé comme toute évolution technologique. Je crois que pour continuer à finalement traverser les siècles et essayer de maintenir son efficacité, on se doit finalement d'appréhender et de maîtriser les évolutions un peu technologiques. Alors on est un peu différent de l'industrie, quoique. La gendarmerie, vous la connaissez, c'est plusieurs siècles d'histoire. Au début, on était à pied, à cheval, en vélo, en voiture. La voiture a changé beaucoup de choses pour nos gendarmes. L'avion a changé beaucoup de choses pour nos gendarmes et pour nos trafiquants. Et effectivement, toute évolution technologique est importante. Et l'intelligence artificielle est pour moi un bond technologique qu'on peut finalement assimiler dans une société à l'arrivée de l'avion ou d'un train à grande vitesse par rapport à certains territoires. Donc ça fait partie de la culture de la gendarmerie d'essayer de s'y intéresser et on a depuis très longtemps, c'est notre héritage militaire, développé un corps technique et scientifique dont j'ai pu faire partie. Il faut savoir qu'on a en gendarmerie à peu près 300 docteurs, 1300 ingénieurs et qu'on essaye d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on recrute parmi nos officiers, 50% de nos officiers sont recrutés avec un diplôme d'ingénieur ou un bac+5 scientifique, alors que quand moi je suis rentré en gendarmerie il y a une trentaine d'années, je faisais partie des Olibrius scientifiques parmi un monde de juristes, puisque effectivement les procédures judiciaires, c'est beaucoup de droit. Donc on s'y est beaucoup intéressé. À travers la technique, finalement, c'est un moyen pour la gendarmerie de rester efficace, finalement de faire un bon usage des deniers publics. Alors avec l'IA, on a encore des interrogations sur les ressources énergétiques et je crois que ça a été évoqué. Mais en tout état de cause, quand on n'a pas forcément beaucoup plus d'argent ou quand on n'a pas plus de personnel, eh ben, l'évolution technologique nous permet d'essayer de maintenir une certaine efficacité. Et on doit maintenir cette efficacité parce que notre mission, elle est un peu multiple. On doit d'abord développer des systèmes pour nous-mêmes. Les systèmes pour nous-mêmes, il faut qu'ils soient résilients et robustes. Si quand il y a une crise ou une attaque, la première institution qui tombe, c'est la gendarmerie, c'est comme un hôpital dans le domaine de la santé, ça pose problème. Donc on se doit de développer des systèmes robustes. Donc on internalise complètement nos développements. On a des gendarmes, ingénieurs qui développent des systèmes. On est beaucoup sur l'open source, donc on essaye de faire des systèmes qui soient un peu moins vulnérables, un peu moins exposés que ce qu'on peut trouver dans le domaine du grand public. Ce qui est quand même un enjeu. Il faut voir qu'il y a 30 ou 40 ans, la défense, quel que soit le pays, tirait les évolutions technologiques. Les premiers avions, les premiers sous-marins, les premières fusées, Internet, qui est un exemple très clair de développement de la défense. Aujourd'hui, dans le monde de la défense, le contexte budgétaire français est ce qu'il est, et je ne veux pas le commenter, et je ne veux pas non plus faire mon miséreux, il n'empêche qu'on a parfois un temps de retard sur le grand public, et l'IA en est un exemple. Donc effectivement, ça nécessite beaucoup d'investissement. Donc on s'intéresse vraiment à toutes les évolutions technologiques. L'IA en fait partie. Moi, je m'occupais de transformation numérique à la DGGN il y a quelques temps. Pour nous, ces intérêts-là, ils sont doubles. On a vraiment deux fils rouges. Le premier, c'est d'être plus près du citoyen, et le deuxième, c'est d'être plus efficace. Donc, une fois que j'ai dit ça, si on concourt à l'un ou les deux, eh ben, effectivement, l'évolution technologique, tout un coup, nous intéresse. Donc, j'ai noté quelques exemples pour être bref et essayer de ne pas trop monopoliser la parole. Pour ce qui est de l'IA, en ce moment, on travaille sur quoi? On a donc un data lab en centrale avec tout un tas de recherches. On travaille pour faciliter finalement notre travail en état-major. Donc on travaille sur des chatbots avec de l'IA pour répondre automatiquement à des sollicitations du citoyen. On travaille avec la direction interministérielle de la transformation publique sur un chatbot qui s'appelle Albert. On a une brigade numérique qui répond 24/24 aux usagers. L'intérêt, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un gendarme puisse répondre à plusieurs conversations de citoyens en même temps. Et donc effectivement, l'IA générative est pour nous très intéressante. On travaille sur l'aide à la planification du service. On a un facteur d'échelle
référentiel très très important. C'est la gendarmerie, c'est plus de 4000 casernes, c'est plus de 2600 brigades. Et dans ces brigades, vous avez des brigades de 5 à 40, 50 personnes parfois. Et il faut programmer le service avec l'opérationnel qui prime et avec effectivement toutes les contraintes opérationnelles que vous imaginez. C'était un casse-tête pour les commandants de brigade régulièrement avec la gomme et le crayon que de programmer le service. Aujourd'hui, on a des modèles d'intelligence artificielle, on appuie sur un bouton, on rend ses contraintes. On a un malade, on a quelqu'un qui part en formation, notre chef nous embête un peu, nous dit qu'il faut faire un contrôle anti-stupéfiant à tel endroit, un contrôle de police route à tel endroit, et puis il faut auditionner monsieur et madame Intel dans telle enquête. On rentre tout ça dans le système, on appuie sur le bouton et ça nous génère un service. Ou parfois, ça nous dit d'ailleurs, les contraintes que ton chef te donne, ça ne rentrera pas. Mais en tout cas, ça nous permet de simplifier. Donc ça, c'est vraiment un sujet... Ça, c'est du développement interne, c'est quelque chose... C'est complètement du développement interne, et c'est un sujet qui marche plutôt bien en unité depuis quelques temps. Donc ça, c'est vous le dire, prêtez-le-moi, mais non. Après, on a aussi la capacité opérationnelle. Je vous l'ai dit, il faut qu'on développe des systèmes robustes. Il faut surtout aussi qu'on comprenne ce que font les délinquants et qu'on donne finalement un avantage concurrentiel à nos agents sur le terrain. Il faut qu'on puisse aujourd'hui tracter des crypto-monnaies, par exemple, tracer, les capter, etc., les saisir. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que la délinquance prend des nouvelles technologies, il faut que nous aussi, on puisse s'en emparer. Donc par exemple, on travaille sur des algorithmes de prévision de délinquance. Donc on a des cartos et on est capable d'essayer d'estimer la délinquance. Oula, ça fait penser à Minority Report, ça. Alors pas tout à fait. Il faut savoir que cette techno-là est pour nous importante. On travaille aussi sur des prévisions d'intervention. Combien de patrouilles je dois mettre sur route directement sur roue, à tel endroit ou à tel autre, de façon à optimiser le temps d'intervention de mes gendarmes, sans forcément mettre tout le monde d'astreinte partout, ce qu'on faisait il y a quelques temps. Donc finalement, on génère du temps pour nos gendarmes, tout en étant plus efficace. Ceci étant, ces modèles-là, donc on fait de l'apprentissage de données, ces modèles-là, ils dépendent des données qu'on fait digérer. Alors sur les interventions, c'est assez clair et ça marche plutôt bien, hein. On a un dispositif qui s'appelle dispositif de gestion d'événements et on sait combien de patrouilles on positionne et ça, a priori, on n'a jusqu'à maintenant pas trop été mis en défaut. Mais sur la prédiction de délinquance, en fait, vous prédisez une délinquance qui, si vous faites bien votre travail, ne se réalise pas. Donc quand vous essayez de corriger votre modèle, bien évidemment, vous avez un vrai problème. Donc c'est un sujet. Pour l'instant, le système, je pense qu'il faut qu'on continue à l'utiliser. Il est encore pas forcément efficace à 100% et il est d'autant moins que les données ne sont pas de qualité. Plus les données sont de qualité, plus la prévision est saine. Vous vous en doutez. Or, aujourd'hui, vous partez en vacances le 3 juillet, vous rentrez le 17, vous vous êtes fait cambrioler, vous allez déposer plainte en nous disant « je me suis fait cambrioler entre 3 et 17 ». Donc forcément, la prévision des modèles est perfectible. Néanmoins, dans 10, 15, 20 ans, toutes les maisons auront une centrale de domotique et on saura exactement à quelle heure l'effraction a eu lieu. Et donc, c'est des modèles sur lesquels on croit sur le long terme et qu'on ne veut pas abandonner, même si, au quotidien, ils ne sont pas forcément aujourd'hui plus efficaces que le commandant de brigade dans sa brigade avec ses punaises sur sa carte et qui sait parfaitement à quel moment il a eu ses cambriolages ou ses accidents de la route. On travaille également à l'amélioration de nos enquêtes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des cabinets d'avocats qui réfléchissent à des logiciels qui permettront de détecter les failles de procédure. Nous, naturellement, il faut aussi qu'on travaille à des algorithmes pour essayer de sécuriser nos procédures. Donc c'est un sujet qui n'est pas encore complètement mature, mais on y travaille activement. On travaille sur la détection des deepfakes. Ces deepfakes, vous savez, tout ce qui est hyper trucage, j'allais dire, par l'outil informatique et par l'IA d'ailleurs, aujourd'hui, ça pose de vrais problèmes de crédibilité des informations, etc. On travaille, et là, avec plutôt des outils plutôt efficaces pour détecter les fausses images, détecter les fausses voix enregistrées. Donc on est sur l'audio, on est sur le texte et on est sur l'image, et ça marche plutôt pas mal. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, on travaille sur le développement d'outils de formation. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, quand vous apprenez, je vais peut-être essayer de vulgariser un peu le discours, mais quand vous apprenez à faire la guerre, on déplace nos gendarmes, nos officiers, nos sous-officiers des écoles vers des terrains militaires et on manœuvre. Pour manœuvrer, il faut être nombreux. Et effectivement, il y a un coût de formation qui est non négligeable. On prend des régiments ou des troupes de gendarmes qui font plastron, entre guillemets, et on organise tout ça. On est en train d'essayer de développer des environnements immersifs de formation de façon à n'aller sur le terrain que quand les gendarmes ont déjà atteint un seuil de formation minimale qui permet de profiter pleinement du terrain et donc de rationaliser notre dépense. Cet environnement immersif, en face, vous avez du plastron, j'allais dire,
dire c'est des technos qui sont proches de celles du jeu vidéo quelque part, il faut que le plastron il ait un comportement qui soit le plus proche possible du citoyen ou du délinquant, et donc on utilise aussi des modèles d'IA sur ce sujet. Voilà globalement quelques exemples que je peux vous donner comme ça, mais il y en a sans doute d'autres. Si vous avez des questions, je pourrais préciser. Alors, vous parliez de deepfake. Récemment, on a eu l'affaire Brad Pitt qui a fait grand bruit. Comment on fait aujourd'hui pour rechercher des gens qui se trouvent à l'autre bout de la Terre et qui utilisent l'intelligence artificielle à des fins, à des mauvaises fins, à des mauvais desseins? La question que vous posez est très complexe parce que du coup, elle n'est pas du tout technique. Le sujet technique, c'est de détecter que c'est un deepfake. Ensuite, comment on mène une enquête et comment on va chercher les gens dans d'autres pays. Et ça, malheureusement, c'est très complexe. Donc, c'est des commissions rogatoires internationales, c'est des échanges entre gardes des sceaux de différents pays. Il y a des pays avec lesquels on a une collaboration étroite, d'autres avec lesquels on l'a moins. Mais cette problématique-là se pose également sur des trafiquants de stupéfiants, j'allais dire, internationaux, qui aujourd'hui sont peut-être à Dubaï ou ailleurs. Ça marche quand même plutôt bien. Il y a des pays avec lesquels on travaille très très bien, notamment, là je vais parler pas trop d'IA et de deepfake, mais de cyberattaquants. Alors, effectivement, il y a beaucoup plus de cyberattaquants que d'interpellations de la police et de la gendarmerie. On vide un peu l'océan avec une petite cuillère, mais on a quand même de très très bons résultats. On est allé chercher des gens qui faisaient des rançongiciels en Lituanie. On en a quelques-uns identifiés en Ukraine. Vous imaginez qu'en ce moment, c'est pas forcément le bon moment pour aller les chercher, mais en tout cas, on y travaille. On a fait un très très beau dossier avec le FBI il n'y a pas très longtemps, et on a pu faire des interpellations au Canada et sur le continent américain. Donc, effectivement, il y a des pays avec lesquels ça fonctionne bien. Malheureusement, il y a aussi des pays avec lesquels ça fonctionne pas, parce que les lois sont différentes, parce que, voilà, mais je vais vous dire, on parle de paradis fiscaux, on aura le même sujet, c'est-à-dire de délinquance financière, on aura le même type de réponse. Donc ça marche plutôt bien avec certains, c'est encore compliqué avec d'autres. Olivier, en préparant, on disait maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, on fournit des outils, entre guillemets, aux méchants. Et on leur permet d'avoir des outils de mieux en mieux faits, pour essayer de berner les gens. Comment, en matière de sécurité, on essaye de là aussi, l'IA, c'est le remède et le poison. C'est-à-dire qu'à la fois, ça démultiplie la surface d'attaque, la capacité des attaquants, des pirates. En effet, c'est l'IA générative, en l'occurrence, rend de plus en plus facile la réalisation de déploiement, de campagnes de phishing, d'hameçonnage, etc. Je vais vous prendre un exemple très concret et récent qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai reçu, alors je suis assez sensibilisé au sujet, donc j'ai été vigilant, mais honnêtement, c'était extrêmement bien fait. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vu comme ça. Un mail envoyé sur mon adresse personnelle, envoyé d'Amazon. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des comptes Amazon, et le mail reprend, s'adresse à moi, Monsieur Oradou. Mon adresse indique que votre compte Amazon Family a bien été activé pour l'adresse, et c'est mon adresse postale, avec les références bancaires, et ce sont mes références bancaires, le bon RIB et la bonne banque. Je pense savoir d'où ça vient, c'est que comme peut-être un certain nombre parmi vous, je suis client Free par ailleurs. Free a eu une grosse fuite de données, s'est fait attaquer, je pense fin d'année dernière. Il y a eu des millions de données de la base client qui ont été piratées. J'en fais partie, et donc ces données-là se sont retrouvées. Et voilà à quoi ça sert derrière. Des pirates ont accès sur le dark web ou ailleurs à toutes ces bases de données pour pas grand-chose. Vraiment, ça coûte pas très cher. Et derrière, génèrent donc ces mails de campagne de phishing qui sont extrêmement bien faits. C'est fini le temps où on recevait des mails pour essayer de nous arnaquer et avec des grosses fautes de partout et des signes cabalistiques ou autres. Là, c'était extrêmement bien fait, pas une faute, tous les bons logos, la bonne charte graphique, les bonnes données personnelles. La seule façon de voir, et donc c'était marqué, voilà, et on vous valide votre abonnement Amazon Family pour 480 € pour l'année à venir. Si vous ne voulez pas, cliquez vite sur annuler le paiement. Il fallait cliquer et rentrer ses coordonnées bancaires de la carte bleue pour pouvoir voilà. Évidemment, je ne l'ai pas fait. La seule façon de voir que ce n'est pas le bon, c'est d'aller vérifier le détail de l'adresse email de l'expéditeur qui ne vient pas d'Amazon. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne cliquez pas sur le détail, il y a bien marqué Amazon Family, etc. Bref, je reviens un peu à... C'était l'exemple, mais effectivement, l'IA générative permet pour n'importe qui quasiment aujourd'hui de lancer, de réaliser ces campagnes de phishing, d'hameçonnage qui sont un des types de cyberattaques. Mais ça permet aussi de pouvoir mieux les détecter. Donc c'est là où il faut s'appuyer dessus. Il faut s'appuyer sur l'IA pour contrer l'IA. C'est pas forcément extrêmement simple. Faut avoir conscience quand même, là je passe un petit message avec ma casquette de responsable cyberrock qui fait de la sensibilisation aux risques cyber.
vous êtes tous une cible. Ne croyez pas que parce que vous êtes un individu lambda qui habite peut-être dans Toulouse ou alors dans n'importe quel département, au fin fond de la Lozère, j'ai rien contre la Lozère, mais c'est par opposition avec la métropole, vous êtes peut-être richissime ou peut-être vous n'avez que quelques euros sur le compte en banque, vous êtes tous une cible. Le directeur général de l'ANSSI, qui est l'agence de sécurité des systèmes d'information, le gendarme numérique français, si je puis me permettre. Donc parfait. Le dit très bien, il a une image qui est très, très visuelle pour ça. Il dit les pirates, c'est la pêche au chalut. C'est-à-dire c'est des filets extrêmement larges. Ils ramassent tout ce qui passe et après justement, c'est pas eux avec leurs petites mains qui vont essayer de vous envoyer des trucs. C'est des algorithmes qui traitent des milliers d'opérations à la minute, qui balancent et là-dedans, il y en a bien qui vont se faire avoir, quelques-uns pour quelques euros, d'autres pour des millions d'euros. Et c'est la masse qui fait le chiffre. Et donc c'est aujourd'hui extrêmement rentable d'être cybercriminel. Ça devient plus rentable et moins risqué que de faire de la traite d'êtres humains avec la prostitution ou du trafic de drogue. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, évidemment, mais c'est extrêmement rentable. Effectivement, ça se fait depuis des pays bien au chaud par ailleurs. Et voilà, donc il y a ces risques-là. Il faut être vigilant et presque parano. C'est un peu triste à dire, mais aujourd'hui, ce qui vient du numérique, il faut avoir une dose de paranoïa avant d'y faire confiance. Monsieur Gratton, le combo, c'est une intelligence qu'on peut tous avoir, fournir, acheter pour pas cher. On peut tous se mettre à l'IA, entre guillemets, des données qui sont un peu partout. Comment on fait face à ça? C'est quoi? C'est la formation. On forme les gens sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour se protéger. Comment on se protège? Oui. Donc je pense qu'il y a les deux aspects. Alors une première chose, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle qu'on utilise tous, en fait, c'est même si on en relatait ici, on en a relaté un certain nombre de succès. En fait, ce sont des systèmes qui sont extrêmement faillibles. Et ça, il faut que tout le monde l'ait à l'esprit. C'est des systèmes qui se trompent assez souvent. On n'est pas capable de les embarquer sur des applications critiques sans intervention de l'homme. Et alors, la première chose qu'on doit faire, c'est travailler sur ces algorithmes pour leur donner des bonnes propriétés qui sont les propriétés qu'on attend d'un collaborateur. Donc une forme de fiabilité, de robustesse, et notamment on travaille beaucoup sur la notion d'explicabilité. C'est lorsque un tel système nous conseille de faire quelque chose, une tâche d'ordonnancement, et bien pouvoir lui dire mais pourquoi est-ce que cette décision a été prise et par exemple, on a des applications sur la conduite autonome, donc avec des panneaux de signalisation, où la question c'est pourquoi est-ce que tu as détecté ici un panneau 90 km/h et pourquoi pas un autre panneau? Est-ce que le fait qu'il y ait des poussières sur le panneau, un éclairage particulier, le soleil, la pluie, des conditions météorologiques difficiles, est-ce que ça peut engendrer des difficultés au niveau de la prédiction? On a mis ça en œuvre notamment sur l'analyse d'un outil qui est utilisé par Airbus pour faire atterrir les avions dans des conditions difficiles, où justement on n'a pas accès aux signaux GPS, donc par signaux optiques. Et donc là, on a cherché à montrer que cet outil fonctionnera sur tout un tas de pistes avec, en s'assurant, et donc ça c'est le point difficile, que le système a dit que c'était effectivement une piste d'atterrissage parce qu'il y avait tous les bons éléments, le marquage, peut-être la tour de contrôle, peut-être aussi une signalétique lumineuse adaptée. Et donc c'est très important de donner à de vérifier que ces outils d'intelligence artificielle respectent un certain nombre de propriétés. Donc là, on y travaille beaucoup dans l'IT. Alors après, l'autre question... Il faut qu'il soit quand même ultra sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, si on veut vous rançonner, on vous dit attention, normalement, un pilote sait atterrir sans l'aide de l'IA. Mais on se dit, demain... Il faudra vraiment que ce soit ultra sécurisé pour pas qu'on en plein vol. Les pirates de l'air aujourd'hui n'auront plus des kalachnikovs et seront plus dans le cockpit, mais seront à distance en disant attention. Bien sûr. Comment on se prémunit face à ça?
Bien, en fait, c'est alors là, Alors, vous le disiez, il y a des failles. Voilà, donc les systèmes d'intelligence artificielle fonctionnent par corrélation. Ils ont des systèmes de données qu'ils utilisent et c'est ce qu'on appelle la base d'entraînement. Et en fait, l'idée, c'est de chercher lorsque des choses étranges se passent. Donc, un petit peu comme sur les billets de banque, tiens, ce billet de banque n'est pas pareil que tel autre. Et là, on repère le faussaire. La difficulté donc on peut appliquer ça à des comportements aussi, et la difficulté c'est que les systèmes, et c'est je pense la même chose dans le cadre de la fausse monnaie, quand elle était encore intéressante à produire, eh bien c'est que les faussaires deviennent de plus en plus experts, et donc les systèmes d'intelligence artificielle, les deepfakes qu'on a vus ou les attaques qu'on a pu voir dans le passé étaient parfois grossières, et finalement elles s'approchent de plus en plus de la réalité, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile, et ce qui est un challenge en fait pour les scientifiques d'aller repérer dans les images les pixels qui font que quelque chose d'étrange se passe, ou peut-être qu'une telle image n'avait pas de raison de se trouver à cet endroit-là, et donc c'est aussi une forme d'événement inattendu, et donc c'est cet inattendu, ces anomalies qu'on va rechercher dans les comportements, dans les images. Et donc c'est ça la base de la détection de ces attaques. Alors après, l'autre point, et je pense que c'est aussi là-dessus qu'on pourrait s'exprimer, c'est sur le fait de nous rendre tous capables d'utiliser à bon escient ces outils. Et là, le challenge est très très important, parce que à chaque fois qu'une technologie qui est très très invasive comme l'intelligence artificielle arrive dans nos sociétés, eh bien, se pose la question de son utilisation par la grande majorité et à meilleur escient. Et donc là, notre réponse, c'est bien sûr la formation. Il y a une nouvelle formation qui est le rectorat, d'ailleurs, a ouvert une formation récemment. Absolument. Donc Anity forme les personnels du rectorat. Donc, ce sont des sessions de formation régulières. Donc, ça s'apparente à la formation tout au long de la vie. Donc, les personnes en poste qu'on forme pour qu'elles soient capables d'utiliser et de maîtriser les dangers de cet outil. Et ça accompagne bien sûr la formation initiale. Donc, nos étudiants doivent être tous capables d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, dans toutes les écoles, on a un programme de massification post-bac de la formation en IA, pour que tous nos étudiants aient pu toucher et utiliser cet objet. Bien sûr, des fois, ils l'utilisent un peu plus que ce qu'on aimerait. Oui, bien sûr. Hein, mais là, c'est aussi, et là, c'est l'autre point, c'est il faut qu'on soit tous confrontés donc un petit peu à ce virus d'intelligence artificielle pour être un petit peu plus résistant à celui-là. Et donc, il faut qu'on expose nos étudiants, et c'est ce que je fais. Donc je suis mathématicien, et donc je donne des textes écrits par l'intelligence artificielle qui sont mathématiquement faux, et des fois c'est compliqué de trouver où est l'erreur, et je les donne à mes étudiants pour qu'ils développent, eux, cette approche critique, et qu'ils soient capables de trouver où est l'erreur. Parce qu'effectivement, avec des systèmes aussi sophistiqués, on va se retrouver tous dans la position de coordinateurs avec des intelligences artificielles. Donc c'est le futur en IA agentique qu'on envisage, avec donc des systèmes qui vont être performants pour des tâches spécifiques, et qu'on va coordonner. On va tous être un petit peu chefs d'IA capable de travailler comme ça dans des milieux très, très complexes. Et donc, il faut faut que nos étudiants et nos futurs actifs soient capables d'utiliser ces outils de cette manière. Donc, la formation, c'est vraiment extrêmement important, avec bien sûr les biais qu'on imagine, arriver à ramener les dames notamment dans nos formations, parce que ceux qui créent les outils de demain, ce sont les étudiants d'aujourd'hui, ceux qui vont intervenir massivement dans ces domaines, et on a vraiment intérêt à ce que ces outils ne soient pas genrés. Et donc, il y a un énorme challenge sur... On l'avait vu pour ne pas introduire des biais aussi. Sur l'histoire d'Amazon, je crois que c'est les CV de recrutement où il y avait un biais, et on s'était rendu compte qu'il y avait une discrimination aux dépens des femmes, évidemment, dans la façon dont l'intelligence artificielle passait en revue. Bon, je ne vais pas dire
une fois de plus, mais bon. Olivier. Oui, je vais bien réagir là-dessus, parce qu'effectivement, le mot biais, il est extrêmement important. Puisqu'en fait, les algorithmes d'intelligence artificielle fonctionnent à partir de données sur lesquelles ils se sont entraînés. Donc tout est dans la donnée de départ. Et en effet, là, tu as cité l'exemple de CCV d'Amazon où il y avait un problème de biais genré. Il y a un autre exemple qui est assez flagrant, c'est il y a quelques années, Apple a lancé une Apple Card, une carte de paiement pour les gens qui étaient dans l'écosystème Apple. Et en fait, ils l'ont arrêté au bout d'un moment parce qu'ils se sont rendus compte que cette carte de paiement au sein d'un même couple, d'un même foyer, autorisait des dépenses, des limites de dépenses, des plafonds de dépenses plus élevés pour les hommes que pour les femmes. Voilà, c'est un exemple. Il y en a plein comme ça. Mais là où je veux... Une IA faite par un homme. Mais évidemment, parce qu'en fait, le problème, c'est que ces outils-là sont développés, la plupart, depuis la Silicon Valley, par des jeunes ingénieurs, hommes, blancs et jeunes, je l'ai déjà dit. Et donc, de facto, même s'ils essaient d'avoir une vision bienveillante, quoi que ce soit, on est forcément biaisé par sa vision de base. Et je veux rajouter un mot qui est extrêmement important, c'est que cette question des biais, aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de la folie Trump qui est en train de ravager la science, la recherche scientifique outre-Atlantique. Il y a une liste de mots, le New York Times l'a publié il y a quelques jours, une liste de mots interdits désormais au sein des agences fédérales pour tous les sujets de recherche qui sont financés. Dans ces mots, il y a des mots ahurissants comme le mot femme, comme le mot égalité ou équité, comme le mot genre, et il y a le mot biais. Ça veut dire que désormais, les chercheurs de la recherche publique aux États-Unis ne peuvent plus faire de recherche ou ne seront plus financés, donc ils ne vont pas les financer eux-mêmes, sur les biais dans les IA, par exemple. C'est là où la politique va s'en mêler. Et la question de l'IA, on le sait avec Twitter et Elon Musk, on devient sur un champ politique, et là ça devient dangereux parce que c'est une manipulation des masses grâce à l'IA. Ça devient problématique. Je crois qu'il y a plusieurs sujets. Il y a déjà un sujet de souveraineté. Il y a des choses les objets connectés aujourd'hui, par exemple, qui embarquent quasiment tous de l'IA, sont absolument pas sécurisés. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais j'ai lu une étude là-dessus il y a quelques temps. Une ligne de code de la NASA, c'est une erreur pour 100 millions de lignes de code. Une ligne de code pour un véhicule autonome Tesla, ça doit être une erreur pour 10 000 lignes de code. Et quand vous achetez un objet sur Wish qui vient de Chine, un objet connecté, vous avez une erreur pour 10 lignes de code. Donc en fait, effectivement, ces objets sont absolument pas sécurisés. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut en avoir conscience. Le deuxième point, c'est que les objets, jusqu'à maintenant, ils étaient monotâches. Alors, l'IA aussi, vous me direz, on dit IA, mais c'est ni intelligent ni artificiel. D'une manière générale, le mot est quand même assez mal choisi. D'ailleurs, on parle plus d'IA générative, de larges modèles de langage, etc. Aujourd'hui, on a des sémantiques un peu plus adaptées. C'est pas très intelligent. Alors, les IA sont très bonnes et je suis entièrement en phase avec ce qui a été dit tout à l'heure. On a des IA qui égalent l'homme. Elles égalent l'homme dans un domaine d'activité. Si vous prenez l'IA qui a réussi à battre le champion du monde d'échecs, faites-le jouer au jeu de dames ou au Uno, vous allez battre l'IA sur ce jeu-là, bien évidemment. Sauf que avant, les objets, on avait un bouton on-off. Dans votre voiture, quand vous mettez autre chose que la clé, vous la démarrez pas. Si vous essayez de mettre une cassette dans le truc à CD, ça fonctionne pas non plus, etc., etc. En fait, les IA, aujourd'hui, on peut mettre à peu près ce qu'on veut dedans. Ça marche sur un prompt et puis, en fait, on lui donne des ordres. Mais le modèle a été entraîné sur un certain nombre de données et pour qu'on lui donne des ordres qui correspondent à peu près à ce qu'on veut lui faire faire. Et c'est là que c'est un peu compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui arrivent finalement à polluer le modèle, à polluer les données par Alors, on parlait d'injection de code. Alors là, c'est déjà très intelligent parce qu'effectivement, parce que vous donnez, vous allez générer dans l'IA un code qui va modifier peut-être l'algorithme même ou les données même de l'IA. Donc vous êtes capable finalement de contrer une IA. Mais au-delà de ça, vous pouvez avoir des réponses qui sont complètement farfelues parce qu'elles n'ont juste pas été proposées ou envisagées par la personne qui a codé l'algorithme ou la personne qui a choisi les données. L'exemple tout simple, si vous tapez sur Google comment faire dire des bêtises à ChatGPT, notamment sur les premières versions c'était croustillant. Demandez à ChatGPT comment on reconnaît un œuf de vache. Alors aujourd'hui c'est corrigé, je vous rassure. Il y a 2 ans, c'est exceptionnel. On vous donnait une explication
sur l'œuf de vache par rapport à l'œuf de poule, qui est généralement plus grand, mais beaucoup plus rare, etc., etc. Donc autant vous dire que effectivement, une des difficultés, c'est que c'est pas sécurisé. L'autre difficulté, c'est qu'on peut l'utiliser pour quelque chose pour lequel elle n'a pas été conçue. Et c'est là que, effectivement, après, les champs des possibles sont extrêmement larges et qu'on a des difficultés. Alors pour revenir un peu sur la question, je pense qu'effectivement, il faut de la sécurité. Il faut de la sécurité notamment sur un certain type d'outils. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse souveraineté. Il y a des outils où on peut prendre des outils grand public, l'IA qui est d'origine dans Facebook ou dans X, et il y a des outils pour lesquels il faut qu'on développe nos propres algorithmes, nos propres jeux de données. Je pense à des missions régaliennes, je pense à la banque, je pense à la santé, je pense naturellement à quelques outils en gendarmerie. Et ça, c'est important. Et le deuxième sujet, c'est la sensibilisation, la formation. Ça a été très, très évoqué. Alors, on essaye d'y travailler un petit peu. Nous, vous savez qu'on agit dans les écoles primaires sur la formation Internet. Alors, au début, c'était effectivement le fait de dire aux élèves, attention, il y a des méchants sur Internet. Aujourd'hui, on travaille sur beaucoup d'autres sujets, sur la mémoire numérique. Quand un jeune de 10 ans ou 12 ans, il publie des choses et qu'il est rattrapé par ça à 25 ou à 30 ou à 40 ans parce qu'il va être candidat à une municipalité ou à des législatives ou chef d'entreprise, ça, il faut qu'on en parle. Il faut également qu'on apprenne finalement à sensibiliser nos jeunes au risque de l'IA et au regard critique. Je pense que ce qui est important, c'est que l'IA, ce soit toujours l'homme qui décide. Il ne faut pas... D'ailleurs, on craint beaucoup l'IA. Vous lisez parfois des gens qui vous disent l'IA veut remplacer l'homme, etc., etc. L'IA n'a aucune volonté. Dans l'IA, finalement, quand on dit que l'IA est raciste, elle n'est absolument pas raciste. Celui qui est raciste, c'est l'homme qui a codé ou l'homme qui a donné les données. Quand l'IA est misogyne, c'est l'homme qui est misogyne. Et bien évidemment, vous avez vu des sujets sur une IA qui devient raciste. Alors c'était il y a quelques années un compte Microsoft qui était piloté entièrement par l'IA. En 48 heures, ils ont suspendu l'expérimentation sur Twitter parce qu'il était devenu raciste. Mais bien, il avait appris des messages que les gens lui avaient postés. Tout récemment, il y a eu une IA... Ça dépend bien d'où il se nourrit aussi. On le voit bien pour ChatGPT qui va chercher sur des sites complètement complotistes. En fait, c'est finalement celui qui a codé l'algorithme et qui a ouvert les portes vers telle ou telle base de données. Et finalement, le danger, c'est l'homme. On parlait de biais. Vouloir supprimer un biais dans l'IA, c'est mettre un biais. Parce qu'en fait, l'humain a un biais éducatif, un biais social. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de lutter, parce qu'on ferait des machines qu'on ne comprendrait plus d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas essayer de lutter contre le biais de l'IA en lui-même. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait toujours un homme et une femme en face de la machine qui soient capables de comprendre que ce qu'on lui donne, c'est une orientation, c'est une indication, c'est une facilitation de son travail. Mais naturellement, derrière, il doit y avoir une femme ou un homme qui décide et qui, lui, valide ou ne valide pas tel produit. Si on veut supprimer biais, on n'y arrivera jamais. Je vais vous donner des exemples de biais. Si vous voulez, vouloir faire une IA parfaite, c'est imaginer que l'IA envisagerait la totalité des cas d'usage qui peuvent se présenter à elle. Et on parlait de Tesla et de la conduite autonome. Bon, à un moment donné, reconnaître un homme sur une route, la Tesla sait le faire. Imaginez un tremblement de terre et il n'y a plus de route. La voiture, est-ce qu'elle a déjà été préparée à ça? Parce que quand il n'y a plus de route sur un GPS, c'est qu'en général, la carte n'est pas chargée. C'est pas parce que la route a disparu. Imaginez un avion qui ferait un atterrissage d'urgence sur une route. Est-ce que la voiture est envisagée pour croiser des avions? Aujourd'hui, non. Imaginez un chien. Bon, le chien, l'IA peut dire à la Tesla, effectivement, j'évite d'écraser le chien. Et là, on arrive à un modèle plus complexe. Si la Tesla a le choix entre un homme et un chien, effectivement, elle va peut-être choisir le chien. Mais si vous êtes pendant la Coupe du Monde de foot et que le chien, c'est une mascotte avec un homme dedans, est-ce que vous avez prévu le cas? Vous voyez qu'en tirant la pelote, on n'y arrive jamais finalement. Donc il y aura toujours des cas d'imperfection et c'est pour ça que c'est vraiment très très important que derrière l'IA, il reste toujours une femme ou un homme. Dans une Tesla, il faut qu'il reste quelqu'un avec potentiellement les mains sur le volant et la capacité à appuyer sur la pédale de frein. La Tesla nous permet de voyager plus sereinement sans aucun doute, mais elle ne sera jamais parfaite pour tout un tas de sujets qu'on ne peut même pas imaginer parce que ce sera un cas sur 1 million et ça se produira peut-être dans 10 ou dans 15 ans. Il faut aussi qu'il y ait une réglementation. On y arrive progressivement. Ouais. Alors, la réglementation, j'allais dire, je vais laisser mon collègue qui maîtrise mieux le sujet que moi parler de la réglementation de l'IA, mais le sujet juridique, il est complètement devant nous. Je prends l'exemple de la Tesla, et imaginez effectivement, il y a un chien, il y a un homme, et il y a une jeune femme avec une poussette, la Tesla va choisir sans doute sur un algorithme qu'on ne maîtrise pas, est-ce que j'ai pas le choix, j'arrive pas à freiner, est-ce que je vais écraser la femme avec la poussette, l'homme ou le chien, et elle va choisir. Dans ce cas-là, finalement, qui est-ce qu'on renverra au tribunal ?
Est-ce que c'est le conducteur qui est dans la Tesla? Alors aujourd'hui, c'est le choix juridique français. Hein. Est-ce que c'est le constructeur? On n'est pas sur une conduite complètement autonome. Mais est-ce que c'est les constructeurs? Et chez les constructeurs, aujourd'hui, il y a plein de gens qui aimeraient que ce soit le constructeur de Tesla. Oui, c'est qui le constructeur finalement? Tesla va vous indemniser. Mais qui est le responsable de ce sujet et qui va pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise pas? Est-ce que c'est l'ingénieur qui a codé l'algorithme, mais c'est celui qui a donné les données pour faire l'apprentissage du modèle? Est-ce que c'est le commercial qui finalement a vendu la voiture au particulier en disant t'inquiète pas, t'as rien à faire, la voiture elle fait tout toute seule? En fait, la responsabilité est sans doute un peu partagée. Aujourd'hui, juridiquement, on n'est pas complètement borné dans le code de procédure pénale pour faire face à ces situations. Donc, on a tendance à faire des actions civiles contre Tesla où on sait ce qu'on aimerait faire, mais on ne résout pas le problème pour autant. Hein. Aujourd'hui, il y a eu 2-3 drames. Alors, il y en a eu encore à Lyon. Manifestement, c'est un malaise du conducteur, mais on a craint. Mais vous savez qu'il y a eu un accident grave à Paris avec une Tesla, un chauffeur de taxi. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Et le chauffeur de taxi, a priori, était quelqu'un d'a priori raisonnable et en tout cas pas alcoolisé, pas sous stupéfiant. Donc, on a un sujet juridique au-delà de la réglementation, et je vais laisser la parole, mais on a un sujet juridique sur ces domaines-là qui est encore devant nous. Olivier, on parle effectivement d'une réglementation européenne qui commence à se mettre en place, hein, l'IA Act, qui a été voté par l'Union européenne, enfin le Parlement, en août dernier. Première application, mais c'est vraiment sur des cas vraiment très très spécifiques et extrêmes qui a été mis en œuvre le mois dernier. L'avenir, c'est quoi l'IA Act? Est-ce qu'on peut est-ce qu'il va être mis en application sur des applications et des IA qui viennent du bout du monde, qui ne sont pas européennes? Comment on fait? Alors, je vais tâcher de répondre, sachant qu'on aurait dû avoir, donc tu l'as dit au début, Maître Charruyer, qui est spécialiste de ces sujets, et je n'aurais pas la prétention de faire aussi bien qu'elle. Et si elle nous regarde, qu'elle m'excuse par avance. Mais l'IA Act, donc l'intelligence artificielle Act, c'est un des grands règlements européens que l'Europe a poussé, en fait, depuis 2020. L'Europe, alors il y a eu le RGPD que vous connaissez tous évidemment, qui lui date de 2018 si je ne m'abuse, mais depuis 2020 l'Europe a mis en place une politique en fait commune sur la donnée et l'IA. Il y a eu des grands règlements, le Data Act, le DSA, le DMA qui contrôle l'application, l'utilisation des grandes plateformes, et puis il y a eu cette AI Act qui était un des derniers en application. La première partie est rentrée en application au 2 février 2025, donc effectivement voté, transcrit, c'est un règlement européen transcrit en droit français l'an dernier. Première application pour une partie. En effet, l'AI Act, la spécificité, c'est qu'il découpe en 4 parties les risques liés à l'utilisation de systèmes d'IA, d'intelligence artificielle. Celui qui est rentré en application, c'est celui qui est les risques inacceptables, ce qu'on prohibe. De mémoire dedans, on va retrouver par exemple l'utilisation, la police prédictive ou la reconnaissance biométrique faciale utilisée par les forces de sécurité dans l'espace public. Il y a eu des expérimentations autorisées pendant les JO. Mais ça fait partie de ce qui est interdit. La notation sociale, vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qui est pratiqué en Chine, ce qu'on ne veut pas en Europe, c'est-à-dire on va vous scanner, on vous reconnaît partout où vous passez, puisqu'il y a des caméras un peu partout, et vous êtes enregistré, et si vous passez en dehors des clous, vous perdez un petit point, si vous avez craché votre chewing-gum à côté de la poubelle, vous perdez un petit point, et au final, vous n'aurez plus le droit d'utiliser les transports en commun, vous n'aurez plus le droit de mettre votre enfant dans la bonne école, c'est ça la notation sociale, tout ça fonctionne à partir d'IA, et ça en Europe on ne le veut pas. Donc ça fait partie de ce qui est considéré par l'AI Act comme interdit. Donc ça y est, c'est interdit. Après, c'est graduel, il y a 3 autres niveaux. Il y en a un qui est hautement risqué. Ouais. Et là-dedans, il y aura de nombreux contrôles, de nombreuses obligations aussi de transparence, d'explication. Et puis on va descendre, et plus ça va être... Et donc ça va rentrer en application d'ici 2026 progressivement. Mais effectivement, ça a été beaucoup soumis à question, mis en débat, y compris par les plus hautes autorités de cet État, en opposant l'innovation et la réglementation, en disant en Chine et aux États-Unis, ils innovent, ils font du business, et nous, pour l'instant, on réglemente. Moi, j'aurais tendance à dire que, en tout cas moi personnellement, le modèle américain, le modèle chinois, pour ce qui est d'utilisation de la donnée de l'IA, j'en veux pas ici. Ce modèle ultra-capitaliste, on voit aujourd'hui les dérives avec Musk, le pouvoir qu'il prend, et je rajouterai un petit mot tout à l'heure sur la souveraineté, l'utilisation des données. Ça, c'est pas possible. Et la notation sociale à la chinoise, évidemment, encore moins.
Et du coup, cette Europe, elle a une voix à faire entendre, basée sur la confiance. Ça fait partie de la politique que l'UE veut mettre en place, veut pousser. Sur le mot de l'éthique, c'est pas un gros mot, l'éthique. L'éthique, en fait, ça peut même être un avantage concurrentiel. Parce qu'à partir du moment où vous déployez des solutions d'IA basées sur l'utilisation de données, notamment de données personnelles. On va prendre un exemple tout simple. Vous connaissez tous le compteur Linky. Linky, quand ça a été déployé, c'était une catastrophe, non pas technologique, c'était extrêmement bien réussi, une catastrophe commerciale. C'est-à-dire qu'il y a eu des oppositions de partout, il y a eu des conflits, il y a eu des gens qui... Il y a eu un problème de communication aussi. En fait, c'était déployé comme un projet technologique porté par des ingénieurs et ils ont complètement oublié que derrière, c'était des gens chez qui on avait installé un outil pour essayer, c'était d'intérêt général, c'était quand même pour améliorer la consommation énergétique, pour réduire, pour faciliter le mix énergétique, etc. Donc, intérêt général. Les gens ne l'ont pas compris, les gens ont perçu ça comme étant quelque chose qui va leur empêcher rentrer chez eux, les observer, leur empêcher de consommer comme ils veulent, etc. Et donc, il y a eu un gros rejet. Donc, il y a eu quelque chose porté par un acteur public pour un sujet d'intérêt général, c'était rejeté. Donc il y a bien un problème de confiance. Et donc si on n'aborde pas la confiance, on n'arrivera pas à utiliser l'IA, à déployer ces sujets-là, sachant qu'on est complètement schizophrénique, parce que par ailleurs, tous ceux qui ont refusé Linky, ils se trimballent avec le smartphone dans la poche, et ils sont... on l'a bien vu, il y a eu des enquêtes qui sont sorties là, ils sont tracés, on sait exactement ce qu'ils font, où ils vont, on sait ce qu'ils votent, on sait ce qu'ils écoutent. J'irai un peu plus loin, mais en fait, on sait tout de vous. Donc voilà, on est un peu schizophrénique, mais donc il faut bien travailler ces sujets-là. À la fois, j'ai envie de vous demander, peut-être Monsieur Gratton, est-ce que si on met trop de réglementation, les projets de recherche ne vont pas partir ailleurs sur l'IA Là, ils n'iront pas aux États-Unis. Le projet de recherche, c'est fini pour les États-Unis. En fait, on doit trouver un équilibre entre la jungle et la surréglementation. Et en fait, c'est ce que fait exactement l'AI Act, c'est en fonction du cas, du degré de risque, de trouver la bonne dose de réglementation à insuffler dans le système. Ça me paraît une démarche tout à fait raisonnable par rapport à ça. Et on doit continuer je pense, à maintenir ce cap, parce qu'effectivement, du côté des États-Unis, vous savez que les intelligences artificielles qu'on utilise, elles sont bridées. En fait, on leur interdit de donner la recette d'une bombe, de certains médicaments, et donc parce que les premières qui le faisaient, elles n'étaient pas bridées. Et donc, c'est un point qui est très très important, justement, pour qu'elle soit utilisée massivement. Donc, même les gens qui sont très libéraux, eh bien, ont attendu d'avoir des systèmes suffisamment raisonnables de ce point de vue-là avant d'ouvrir. Donc, ChatGPT aurait pu sortir bien avant. Par contre, ça aurait été un objet qui aurait été mal accepté parce que très dangereux pour la société. Et donc, vous auriez eu des problèmes. Je pense effectivement. Et donc, il y a une tendance qui suit effectivement le changement de gouvernement aux États-Unis vers plus de liberté et qui pourrait en effet entraîner des systèmes d'IA qui seraient un petit peu plus dangereux. Et donc, ça risque de venir de toute façon. Et à nouveau, eh bien, on a besoin, bien sûr, de la protection des forces qui peuvent le faire, et aussi nous-mêmes de progresser. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société qui est en train de changer, mais pas que technologiquement. Elle change aussi moralement, beaucoup. L'échelle de valeurs. Oui. Les valeurs changent parce que la technologie nous pousse dans des retranchements qu'on n'attendait pas. Et donc, on a comme ça des alignements moraux entre la technologie et la morale qui se produisent et qui sont étudiés justement par les sociologues. Et des choses se produisent parce qu'on n'a pas le même rapport avec la machine, notamment lorsqu'elle se trompe. Par exemple, une voiture commet un accident autonome, mais des humains qui commettent des accidents au même moment, peut-être qu'il y en a bien plus, ou peut-être pas. Mais en tout cas, le fait que ce soit une machine qui se trompe,
eh bien, fait qu'on a une réaction très très particulière. Une machine, ça ne doit pas se tromper. Et pareil sur les intelligences de type génération de texte, on les utilise. Alors, ce dont on s'est aperçu, c'est que les gens se reposaient beaucoup sur ces intelligences artificielles et finalement étaient un petit peu moins vigilants aussi à l'exactitude des informations. C'est produit par cet outil et donc, en quelque sorte, ça me dédouane un petit peu de ma responsabilité dans tout cela. Donc je pense que ce qui est vraiment important et qui nécessite des dialogues et des itérations dans la société à tous les niveaux, c'est qu'on est en train d'être face à une transformation qui va bien au-delà de la transformation technique qu'on voit lorsque on tape quelques phrases dans ChatGPT. Et je pense que tous les partenaires sociaux sont complètement conscients de cela. Et j'entendais récemment, justement au sommet, le PDG d'Airbus expliquant eh bien, la manière dont une société comme Airbus s'organisait et s'instrumentait pour avoir ce dialogue social en son sein, pour que c'est dans un avenir qui est lui-même incertain, c'est-à-dire même les plus grands experts sont incapables de prédire ce que donnera la vague courante dans 5 ans. Eh bien, lorsqu'on est dans ces situations de grosse mer, eh bien, il faut effectivement avoir une grande confiance dans les différents acteurs. Et ça nécessite de travailler beaucoup au niveau du dialogue social. Olivier, tu voulais Juste, rajouter oui, en très petite rapidement. conclusion avant les questions-réponses. C'est pas la prétention d'une conclusion, mais juste pour rebondir très rapidement, je pense qu'il faut qu'on s'interroge quand même sur le rapport qu'on a à ces IA génératives. D'une, c'était la technologie qui s'est diffusée de toute l'histoire de l'humanité le plus rapidement à l'échelle du globe. Voilà, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas une pandémie. et c'est pas un peu quand même. Deuxièmement, Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, qui donc a créé ChatGPT, GPT, a quand même dit quand il l'a lancé, c'est quelque chose de formidable, mais attention, ça fait énormément d'erreurs, ça fait que se tromper. Est-ce qu'on imagine le PDG d'Airbus dire on lance un nouvel avion, par contre il n'est pas ultra fiable? Bon, mais ça gênait personne. Et interrogeons-nous aussi sur le fait que ces grands modèles les LLM, donc ces IA génératives basées sur les LLM que sont ChatGPT, Gemini pour Google, mais aussi Grok pour Elon Musk, et puis Llama pour Meta Zuckerberg. Ils sont tous américains, ça ne vous a pas échappé. Ça ne vous a pas échappé non plus qu'actuellement, tous ces manias de la tech sont en train de basculer, fanat de Trump, libertarien, etc. Et on a parlé tout à l'heure des mots-clés interdits maintenant par l'administration dans les agences fédérales. Qu'est-ce qui va devenir si ces mêmes personnes, si Musk, si Zuckerberg décident qu'avec une vision masculiniste, viriliste, avec une vision anti-étranger, etc. Non, mais s'ils décident que ces mots-là, ils seront aussi bannis de ces LLM dont on se sert tous maintenant, c'est quoi l'impact? On ira sur Mistral. Mistral, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un LLM quasi français, même si maintenant les fonds américains ont pris la majorité des parts, voilà. Mais développé par des Français en France. Bon, sur ces bons mots, qui fait plaisir, on se projette, c'est formidable. On va passer au jeu des questions-réponses. Donc si vous avez des questions pour nos interlocuteurs qui sont ici présents, Isabelle va vous apporter le micro. Bonjour. Moi, j'avais une question sur l'organisme auquel vous appartenez. Je voulais savoir déjà combien il y a de salariés dans cet organisme, combien il y a de personnes. Donc, alors c'est un organisme un peu particulier parce qu'il met en commun les chercheurs des universités et des laboratoires. En tout, on compte de l'ordre de 300 personnes qui sont réparties sur toutes les disciplines. Et parmi lesquels des chercheurs, des enseignants, mais aussi des personnes de l'industrie qui sont mises à disposition pour accélérer justement le transfert entre la recherche et les applications. D'accord. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que, j'ai vu que vous aviez des formations pour des étudiants, etc. Mais est-ce que, parce que moi ça m'intéresserait, vous faites aussi des formations pour des particuliers, enfin voilà, un petit peu comme plus techniques qu'aujourd'hui, sur par exemple ce que c'est que, la différence entre l'intelligence artificielle générative et les autres types d'intelligence artificielle, enfin des choses un petit peu plus techniques.
je sais pas, je voulais savoir. Justement, j'ai cherché, moi, à voir si sur Toulouse, il y avait une formation, comment dire, oui, voilà, quelque chose qui permettrait d'en savoir plus Oui. et accessible. Oui. Donc on fait pas mal d'activités de médiation scientifique. Je ne sais pas si vous avez suivi l'exposition Double Jeu qui était au Quai des Savoirs l'an dernier. Ouais, non, donc c'était consacré à l'intelligence artificielle. Mais je pense que donc la réponse c'est malheureusement non, mais c'est une très très bonne idée de faire davantage de médiation. Effectivement, c'est une très bonne idée. C'est-à-dire que sans faire un diplôme, évidemment, pour des étudiants, mais pour des gens intéressés, pour se cultiver, pour voilà, entre autres. Je pense que comme il existe des choses. Hein. Oui. Il existe des choses. Alors effectivement, les écoles transmettent un savoir, mais il existe des choses aujourd'hui que des entreprises développent pour leurs besoins internes et qui sont parfois accessibles. Alors, je peux vous en citer une parce que du coup je la connais pour le coup, mais on a développé nous pour notre besoin interne un MOOC qui s'appelle Objectif IA qu'on a développé avec l'Institut Montaigne et qu'on a fait héberger par Open Classroom parce que c'est un acteur important en termes de AD et de MOOC. Il est gratuit, il est disponible sur Internet. Nous, on l'a fait suivre par 95 000 personnels de gendarmerie sur ces 104 000. Ce n'est pas un MOOC de formation naturellement à l'IA. Et là, naturellement, il faudra suivre un cursus dans un établissement. Mais si c'est pour de la sensibilisation du public, regardez ce qui se fait. J'en profite pour faire la promo d'un autre MOOC qui est très, très intéressant, qui est développé par l'ANSSI, qui s'appelle la SecNum Academy, qui vous explique comment sécuriser votre téléphone, votre ordinateur, c'est quoi la cryptographie, c'est quoi le chiffrement, etc. etc. Il existe quelques initiatives comme ça que vous pouvez faire de chez vous, qui sont extrêmement bien faits, qui sont vulgarisés. Donc c'est un peu technique, mais c'est accessible à des novices. On ne vous embêtera pas avec du codage, etc. Donc il existe quelques MOOC de sensibilisation, mais on n'est pas dans la formation où là, effectivement, c'est un autre domaine. La formation viendra comme oui. elle existe, ça va venir. Oui, alors après, il existe aussi, donc en général, moi je parlais de public ciblé. Par exemple, on intervient dans les écoles primaires, on intervient dans un certain nombre de domaines. Et là, on est en train de créer des petites capsules, en fait, vidéo. Parce que la difficulté, je trouve que c'est... on trouve souvent du contenu sur Internet qui est beaucoup trop grand, beaucoup trop long, des heures. Et je pense que ça ne répond pas bien nécessairement aux besoins qu'on a lorsqu'on veut se former, où on a besoin de quelque chose peut-être un peu plus à la carte, un peu plus morcelé. Et donc, ça, c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on est en train de monter, qui s'appelle des Nuggets, et qu'on va mettre à la disposition de tous. Et donc, la question, c'est vraiment, je trouve, de trouver le format qui va rencontrer le bon public, sachant que l'intervention humaine, pour moi, ça reste quand même le type de format qui convient le mieux pour les questions-réponses et pour passer des savoirs. D'autres questions ? Oui. J'ai lu que des chercheurs en intelligence artificielle s'étaient rendus compte que l'IA avait menti pour contourner les contraintes qu'on lui a signées et pour atteindre son objectif. Alors, je voulais en savoir un peu plus. En fait, c'est tout à fait possible. Donc, on entraîne des IA à satisfaire, on lui donne une récompense, une fonction de récompense. Et donc, l'IA cherche à trouver des actions qui lui permettent d'obtenir cette récompense. Et n'a pas, bien sûr, d'obstacle moral pour y arriver. Et donc, elle peut aller comme ça dans des domaines que nous éviterions sans doute. Et il n'y a rien d'impossible là-dedans. Donc, c'est un petit peu surprenant, bien sûr, parce qu'on a l'impression qu'il y a une volonté derrière, mais ce n'est pas réellement une volonté. C'est simplement le fait d'avoir formalisé, comme ça a été dit, ce sont des algorithmes, et on donne un objectif à l'algorithme, et l'algorithme va chercher à l'atteindre
d'une manière assez déconcentrée. C'est pas vraiment en fait, pour faire le parallèle, c'est pas vraiment un mensonge. Il n'y a pas de volonté de l'algorithme. Il n'a pas de volonté. En revanche, on lui passe une commande. Et la façon de lui passer la commande, vous pouvez lui dire dites-moi comment aller le plus vite possible de Paris à Bordeaux sans respecter le code de la route. Il vous donnera sans doute une réponse. Il n'empêche qu'il y a le code de la route. Donc en fait, tout dépend de la question qu'on va lui poser, etc. Mais il n'y a pas de volonté de contournement. C'est qu'il y a un mauvais usage d'un algorithme qui n'a peut-être pas été fait pour ça ou, comme ça a été très très bien expliqué, essaye d'optimiser finalement son fonctionnement pour aller d'un point A à un point B le plus vite possible. En fait, c'est donc un système d'intelligence artificielle. Donc les plus simples à comprendre peut-être, c'est ceux qui, à partir d'une entrée, donnent ce qu'on appelle un label. Par exemple, j'ai une image d'un animal, d'un chat, et ça me dit c'est un chat. Donc ça, c'est peut-être la version la plus simple d'intelligence artificielle. Et donc, on apprend cette correspondance. Donc, on lui donne une fonction à minimiser, donc un objet mathématique. Et c'est un petit peu comme si, quand on se promène, eh bien, on cherche à trouver le point le plus bas. Et donc, l'algorithme va chercher le point le plus bas qui correspond au meilleur raccord entre sa prédiction et ce qu'il doit vraiment trouver. Et donc, on le conduit comme ça à explorer justement des paysages de fonctions avec des techniques mathématiques assez sophistiquées. Et donc, c'est cette fonction-là qui est en fait très importante, autant que toutes les bases de données, c'est-à-dire toutes les images de chats qu'on va lui donner pour qu'il apprenne à remarquer, à détecter que c'est un chat. Donc un certain nombre d'espèces de chats avec des éclairages différents, avec des orientations différentes, des positions des pattes différentes. Et donc ça, c'est l'exposition à la base de données qui doit être suffisamment couvrante. Et ensuite, il y a cet apprentissage, donc ce sont ces données labellisées. Donc il y a effectivement des humains qui ont dû apprendre en donnant les cibles. Et ensuite, eh bien, c'est l'apprentissage de cette correspondance mathématique. Et il y a 30 ans, on pensait que la meilleure manière, par exemple, de détecter un visage, c'était de dire un visage, c'est 2 yeux, un nez et une bouche, avec certains espacements, une certaine forme. Et donc ça, c'était une époque où on était plus sur des variantes logiques et géométriques de l'IA. Et finalement, on s'est aperçu que des systèmes qui ignoraient en fait qu'un visage, c'était 2 yeux, un nez et une bouche, et bien simplement en étant exposés à des quantités phénoménales de données, arriver à trouver finalement ce que c'était qu'un visage, et beaucoup mieux que ce que nous, on pouvait le faire avec la raison. C'est-à-dire en disant, non, il faut qu'il y ait 2 yeux, un nez et une bouche, sinon ce n'est pas un visage. Donc ça a été le succès des années 2000 de certaines architectures. Et ce qu'on fait maintenant, pour aller justement plus loin par rapport aux biais et pour les rendre plus robustes, c'est qu'on essaye de donner à ces systèmes qui sont basés sur des données, on essaye de leur faire ingérer aussi un petit peu de connaissances humaines. Et c'est ça sans doute le point important, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle hybride, où on essaye d'apprendre la physique en exposant aussi notre algorithme à ce que c'est que la conservation de la matière, certains concepts physiques, pour qu'on arrive à pallier comme ça l'absence de données ou le fait que les données soient bruitées dans ces questions d'apprentissage. Donc on fait beaucoup avancer les systèmes d'intelligence artificielle, mais en mettant nous-mêmes de l'intelligence humaine dans les éléments constitutifs, donc la base de données, donc les images de chats, la fonction qui permet de prédire que c'est un chat, et donc là aussi on va mettre beaucoup de structures mathématiques pour que eh bien, ça détecte effectivement peut-être la texture du pelage et des choses comme ça qui étaient justement difficiles à spécifier avec des arguments logiques, et donc ensuite l'algorithme qui va permettre de faire cette bonne exploration du paysage, donc l'algorithme d'optimisation. Donc un système d'intelligence artificielle, c'est un système en réalité qui est très très complexe et qui est basé sur finalement des concepts statistiques d'exploration et de minimisation d'une fonction.
Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste pour faire le lien avec ce que disait le général tout à l'heure, à savoir l'intelligence artificielle, elle est absolument pas intelligente et probablement pas très artificielle. Et puis les chats de Serge, sachez qu'en fait, un enfant de 2 ans, vous lui montrez, si vous lui dites ça c'est un chat, ça c'est un chien, c'est bon, il a compris, il saura reconnaître dans tous les cas un chat d'un chien. Un système d'IA, une IA, vous devez lui montrer 100 000, potentiellement plus, images de chats pour que dans 95% des cas, elle arrive à détecter que ça c'est un chat et c'est pas un chien. Peut-être une autre donnée. C'est peut-être un peu simpliste ce que je dis. Mais... Non, et peut-être une autre donnée qui est importante pour voir aussi la complexité de l'apprentissage humain, c'est qu'on pense qu'un enfant de 6 ans a été confronté à autant de données que ChatGPT. Et on parle de données sensorielles, donc la vue, le toucher, l'interaction avec l'environnement. Et donc on a des systèmes qu'on considère comme gigantesques en termes de bases de données, d'images qui ont été utilisées pour être apprises. Mais en fait, l'humain traite des quantités qui sont plus importantes pour arriver à cette performance, et aussi avec un cerveau qui consomme beaucoup moins d'énergie que l'intelligence artificielle. Encore faut-il le nourrir de choses diversifiées. Voilà, donc ça je pense que c'est le sujet d'une autre, voilà, peut-être d'une autre journée. Mais donc ici on voit, et ça c'est important de se dire aussi qu'on n'est pas du tout arrivé au terme de ce voyage. Donc, ChatGPT, c'est un gros système. Les Chinois de DeepSeek ont fait un système qui est beaucoup moins coûteux. Et donc, ils ont un petit peu ouvert la voie au fait de chercher des systèmes beaucoup moins coûteux en énergie, donc beaucoup plus frugaux. Et on est encore loin de quelque chose qui ressemble à ce qui se passe dans notre cerveau. Et on travaille beaucoup entre, justement, neurobiologistes et mathématiciens, informaticiens, pour trouver des structures pour ces fameux réseaux de neurones qui ressemblent à ce qui se passe dans notre cerveau, parce que, mais comme je vous le dis, on est extrêmement loin de l'efficacité de nos systèmes biologiques. Heureusement. Général, vous voulez rajouter? Oui, je voulais juste rajouter un petit mot. En fait, je reviens sur l'importance de l'humain qui pose une question à la machine et l'humain qui analyse la machine. En fait, les premiers systèmes d'intelligence artificielle ne vous disaient pas c'est un chat ou c'est pas un chat. Ils vous disaient c'est un chat à 75%, 78%. Je me rappelle avoir discuté il y a plus d'une dizaine d'années avec des gens chez Microsoft en leur disant à partir de quelle probabilité j'estime que c'est vraiment lui. On parlait de reconnaissance faciale. En fait, ils sont incapables de répondre. Ça dépend de tout un tas de sujets, notamment l'environnement, la lumière, le bruit, etc. Le bruit au sens bruit de l'image, bruit des signaux. Et c'est extrêmement difficile. Or, aujourd'hui, ChatGPT vous sort quelque chose en étant très affirmatif. Et donc, vous avez l'impression que c'est la vérité vraie. Encore une fois, vous cherchez sur Google, il y a plein de gens qui ont réussi à faire tromper ChatGPT. Je me rappelle d'un truc super croustillant qui a mis plusieurs jours, où un chercheur aux États-Unis voulait démontrer que 5 plus 2, ça faisait 7, et ChatGPT lui dit non, 5 plus 2, ça fait bien 8. Et après 2 jours d'échange avec la machine et avec ses étudiants, ils se sont relayés. En fait, globalement, la démonstration, c'était mon épouse est prof de maths, et mon épouse dit que 5 plus 2, ça fait 7, et donc vous êtes en train de dire que mon épouse est une menteuse, etc., etc. Et en fait, finalement, à la fin, ChatGPT s'est excusé en disant que peut-être que 5 plus 2, ça fait 7, mais il le dit de façon assez affirmative. Et l'erreur est là, en fait, alors que les logiciels sont prévus pour vous donner une probabilité de survenance, et cette probabilité, elle doit être analysée par un œil humain et un œil avisé. Donc il faut que l'homme reste maître de la machine, c'est vraiment très très important, et je pense que c'est vraiment un sujet qu'on doit tous avoir à l'esprit, quel que soit le domaine dans lequel on est. On a peur de la machine, mais en fait, si on autorise que la machine prenne des décisions pour nous, ça veut dire qu'on renonce. Ça veut dire que l'être humain renonce finalement à un certain domaine d'activité. On ne doit absolument pas y renoncer, et on doit se servir de la machine comme un super levier de performance qu'il est, et qui sera encore beaucoup mieux à l'avenir. Mais en tout cas, on doit garder cet œil humain. Je pense que c'est très important. Il faut que nos cerveaux soient encore disponibles. Autre question? Oui. Moi, je voulais partager une information que j'ai... Alors, sur France 24, avant-hier, il y avait un article concernant le fait que la Pravda a réussi à biaiser les bases d'apprentissage de la plupart des IA en fournissant aux différents ChatGPT, Claude, des documents qui étaient faux, des articles faux. C'était assez exceptionnel.
c'est parfait, on aurait pu écrire cet échange, parce que je voulais vous en parler, j'ai pas trouvé le temps jusqu'à présent. Donc merci pour la question. Alors c'est pas la Pravda en tant que c'est un réseau d'information, de désinformation russe qui s'appelle la Pravda, c'est pas la Pravda officiellement qu'on connaissait le journal. Mais effectivement, l'enquête vient de sortir là, c'était réalisé aux États-Unis, ils ont montré que ce réseau de désinformation a réussi à intoxiquer la plupart des grands LLM, donc Claude pour Anthropic, ChatGPT, Gemini pour Google, etc. En fait, comment ils ont fait? Ils ont publié en 2024 3,6 millions d'articles sur le net, et ce sont des champions du référencement. Et donc leurs articles remontent comme des sources. En fait, la problématique, c'est quoi? Il faut travailler sur la transparence et la régularisation des sources et l'authentification des sources pour ces grandes IA génératives. Parce que sinon, on est foutu. Parce que là, en l'occurrence, le test qui a été mené, c'est que dans 30% des cas, les réponses données par ces LLM, ces de grandes IA génératives, recitaient des sources de la Pravda comme argent comptant. Or, c'était de la pure désinformation. Et là, je cherche un terme poli, on est dans la panade. Donc il faut lire la dépêche, c'est de la vraie information. Vous avez tous compris ce que voulait dire Olivier. Et c'est pas une blague en fait. Parce que nous, nos informations sont vérifiées. Mais c'est ça, et c'est bien une des différences. Ils ont essayé quand même de copier le site de la dépêche. On est dans une nouvelle ère où on copie les URL, on change un petit truc et on fait croire qu'on est la dépêche. On a l'odeur, mais c'est pas le goût, c'est pas vrai. C'est le Canada, tout à fait. Ça. Mais c'est aussi une des grandes différences entre les médias traditionnels qui étaient peut-être un peu qualifiés de has-been dans certains temps, etc., et qui en fait reviennent en force. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont comptables de ce qu'ils disent. Eux, ils sont soumis par exemple au droit de la presse. On peut venir nous chercher, nous dire alors qu'est-ce que vous avez raconté. Et eux, ce qu'ils écrivent, ils en sont comptables. Alors que tout ce que vous balance ChatGPT, avant que ChatGPT vous rende des comptes, vous pouvez toujours attendre. Vous pouvez lui demander un droit de rectification, de réponse de machin, ça ne marchera pas. Vous avez des modèles pour certains cas, vous voyez quand ça bug en fait. Et dans certains cas, vous ne le voyez pas. Et c'est là que c'est le plus important. Nous, on a travaillé sur différents logiciels de retranscription de la voix pour des auditions. Là, donc, ça marche plutôt bien. On gagne un temps important. Vous savez que toutes nos auditions de mineurs victimes sont filmées. Quand on filme 3-4 heures d'audition, effectivement, c'est 16, 20, 25 heures de retranscription. Et donc, aujourd'hui, on fait tourner un modèle LLM de speech to text et on corrige simplement la chose et on y rajoute les données personnelles de l'enquêteur qu'il rajoutait dans un PV sur le sentiment, etc. Et donc, on a divisé par 4 à peu près le temps de traitement. Mais on a fait d'autres analyses, d'autres tests sur d'autres domaines qui sont nettement moins intéressants. On voulait, par exemple, être capable de générer la synthèse d'un procès verbal. C'est un sujet pour nos gendarmes. Donc, une procédure simple, c'est assez facile. Il y a 1 ou 2 pièces. Mais on a des procédures avec des milliers de pièces. Et quand on les envoie à la justice n'a pas forcément toujours le temps de dire, dans les moments importants, la totalité des pièces. Et en fait, il s'appuyait beaucoup sur ce qu'on appelait, nous, le PV de synthèse, qui est un PV qu'on fait. Et en fait, on explique globalement l'histoire en quelques mots. Et on a essayé de le faire par la machine. Et par moment, on a eu effectivement des gros bugs. C'est-à-dire que quand on passait un prompt au modèle LLM, au bout d'un moment, il nous racontait une histoire. Et puis au bout d'un moment, il répétait toujours le même mot. Il y avait un blanc, il y avait des caractères bizarres, etc. Et donc là, on voit tout de suite que le modèle était faux. Mais on a eu des cas où le modèle a inventé, entre guillemets, des détails pour que finalement l'histoire paraisse plus réelle. Et là, ça pose vraiment problème. Et du coup, c'est des modèles que pour l'instant, on continue à tester, mais qu'on n'utilise pas naturellement. On ne fait pas utiliser par nos enquêteurs. Parce que c'est là qu'on a le problème. C'est qu'on vous donne une vérité, elle paraît vraiment crédible quand vous la lisez comme ça, il faut vraiment être avisé pour voir qu'elle ne l'est pas. Et donc, c'est des outils qui sont encore aujourd'hui perfectibles, ou peut-être en tout cas, l'interface utilisateur de ces outils devra travailler à mettre des verrous, à mettre une interface homme-machine un peu plus importante pour pouvoir dire, attention, là, le modèle, il n'est pas forcément pertinent, là, on pense qu'on est sûr à 50%, parce que c'est ça qui fera qu'on pourra y faire confiance ou pas. Il va se croire plus intelligent et vouloir rajouter une information pour la rendre plus crédible, alors que ce n'est pas ce qu'on lui demande. Monsieur, dernière question, c'est vous, allez-y, je vous en prie. Voilà, quels sont les emplois qui vont être impactés, les emplois actuels qui vont être impactés par l'intelligence artificielle, et quels sont les emplois qui seront créés à l'avenir vis-à-vis de l'intelligence artificielle? La balance. En fait, compliqué de vous répondre sur les emplois qui vont être créés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas, dans 2030, on ne connaît pas, je ne sais plus le pourcentage, mais c'est un pourcentage énorme des emplois, des métiers qui n'existent pas
qui n'existe pas encore. Évidemment, c'est un bouleversement. L'IA générative, elle bouleverse tous les champs de la société, tous les champs du monde économique, toutes les politiques publiques. Donc, oui, des métiers vont disparaître. Oui, des métiers vont apparaître. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas moi, j'ai pas vu vraiment d'études extrêmement fiables sur le sujet. En fait, on voit déjà des métiers. Je pense que vous avez parlé de prompt, donc les gens qui sont capables d'interagir d'une manière efficace avec ces systèmes. Le GPT avait annoncé une nouvelle version de son langage où une requête coûterait $2000. Une seule requête. Et donc, c'était un GPT pour la science, nourri aux théories scientifiques et capable de faire avancer extrêmement vite. Donc, c'est beaucoup. C'est comparable à une bonne journée de consultant dans une entreprise. Donc, c'est très, très cher. Donc, faire de bons prompts, comme ça, arriver à bien interroger un système, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour les entreprises. Donc, ça, c'est typiquement un métier qui va arriver. Alors, je ne sais pas si c'est un métier réellement d'avenir. Après, il y a des métiers clairement qui vont être transformés. La médecine, par exemple, tous les métiers de langue où là, on va être entre la transformation et peut-être même plus, hein, tout ce qui est retranscription, traduction, eh bien, sont des métiers qui vont être fortement impactés. Qui ont déjà connu un revirement sur la traduction. Et alors après, on est en train d'évoluer sans doute vers il y a un équilibre entre donc ces outils qui vont détruire bien sûr des emplois et aussi des nouvelles choses qui vont apparaître. Et ce que dit Olivier, c'est que c'est compliqué de savoir le bilan final de ça, parce que on est aussi très très fort pour créer de nouveaux loisirs, de nouvelles occupations, de nouvelles activités. On s'attend de toute façon à une forte transformation de la société, ça c'est sûr. Je pense qu'en fait, on est dans une révolution industrielle avec cet outil, comme toute autre révolution industrielle. Donc il y a des métiers qui vont peut-être disparaître. Moi, je pense que plus que le métier, c'est la capacité à conserver un certain savoir. On a aujourd'hui, on n'exploite plus les mines. Pourtant, on a encore des ressources et pour aller les chercher, c'est très compliqué. Je pense, puisqu'on est à la dépêche, aux rotatives. On aurait pu dire, tiens, il faut du tout numérique. Vous avez vu cette mode du vintage. On reprend des vinyles, on reprend des cassettes. Moi, je rachète pour mes enfants des objets que j'ai eus quand j'étais jeune à un prix fabuleux. Et quand mes parents me les avaient achetés, je faisais la gueule parce que les baskets, je ne trouvais pas que c'était forcément le dernier cri, etc. Et aujourd'hui, c'est complètement à la mode et ça coûte un prix. Donc, un jour, si on arrête complètement le papier, ça reviendra. Les livres, ils sont toujours là, je veux dire. Et par contre, si on l'arrête, on n'arrivera pas à le refaire. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, il faut garder ce savoir-faire. Et je vais prendre un exemple très simple, c'est le GPS. On en discutait en aparté tout à l'heure. Le GPS, c'est une révolution pour tout le monde. C'est très pratique. Ça vous dit quand vous allez arriver et où vous allez arriver. Aujourd'hui, on a des gens qui ne savent plus lire une carte, qui ne savent plus lire un terrain. Et alors, qui ne connaissent plus la ville, même. Pour des métiers, c'est peut-être pas grave. Pour des militaires qui vont faire la guerre en Ukraine, c'est pareil, essentiel. Donc, on a quand même des savoir-faire qu'on doit absolument garder. J'allais dire, on parle d'opérateurs d'importance vitale, mais je pense qu'on a des savoirs d'importance vitale, des savoirs régaliens, des savoirs légitimes qu'on doit absolument conserver de façon souveraine. Et ça, c'est des sujets qui sont beaucoup plus larges que la seule intelligence artificielle et qui sont vrais pour toute révolution industrielle, j'allais dire. Alors, vous êtes dissipé, but last but not least. Maître Carrère, vous allez nous poser la dernière des dernières questions et après, on ira boire le verre de l'amitié. Alors, je suis désolé, c'est pas vraiment une question. Je sais que vous deviez avoir une avocate que nous apprécions beaucoup et qui a des compétences que je n'ai pas et qui aurait pu intervenir utilement dans ces débats. Non, je voulais juste te dire que c'était un domaine qui nous intéressait tout particulièrement, le domaine de l'IA, dans le métier que je représente, que nous représentons, le bâtonnier de Toulouse et sa prédécessrice. C'est une avancée technologique. Donc, comme toutes les avancées technologiques, nous n'en avons pas vraiment besoin, mais à partir du moment où elle existe, comme le téléphone que nous avons dans nos poches, nous ne pourrons plus nous en passer. Donc ça, c'est une donnée qui est absolument importante à prendre en compte. Moi, je la prends en compte parce que je m'occupe de la formation des jeunes avocats. Et là, nous avons des
des marqueurs, des points de vigilance très importants. Le premier point de vigilance, vous en avez parlé tous dans le domaine qui est le vôtre, c'est la question des données. Je protège les données personnelles que me confient mes clients. Je n'interroge pas l'IA dans n'importe quelle condition. Les données que vous confiez à un avocat, elles restent chez cet avocat, même s'il va utiliser éventuellement l'IA pour avoir une performance supérieure à celle qu'il aurait sans l'IA. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que vous avez évoqué également, c'est ce phénomène de, on dit l'IA ment. L'IA ment pas, ça a été dit, l'IA hallucine. C'est-à-dire, si vous lui posez une question sur un dossier en particulier, elle va vouloir vous faire plaisir. Et elle va trouver des solutions que vous n'auriez pas trouvées tout seul, et vous ne risquez pas les trouver, puisqu'elle va inventer, par exemple, de la jurisprudence. Elle va vouloir vous répondre à tout prix. Voilà. Il y a un avocat américain qui a été condamné pour avoir produit dans son dossier, à l'attention des juges, 3 décisions de jurisprudence qui étaient totalement inventées par l'IA qu'il avait sollicité. Vous comprenez ? C'est un sacré problème. Donc, le point de vigilance que nous donnons à ceux que nous formons en matière d'IA, c'est de dire qu'il faut être en permanence en capacité de vérifier, d'authentifier les éléments qui vous sont donnés à l'appui du travail que vous voulez réaliser. Et ça, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est très important. Quand vous faites appel à un professionnel, il interroge l'IA, il le fait en protégeant vos données et il authentifie les renseignements qu'il obtient. Et ensuite, autre point de vigilance qui est celui-là éthique, ça a été évoqué aussi, il vous le dit. S'il le fait, il vous le dit. S'il utilise cet outil, il vous dit qu'il a utilisé cet outil, parce que vous soyez à même de mesurer comment il travaille, quelles ressources il mobilise. Il y a une dimension éthique et de transparence qui doit être respectée. Le point on a toujours tendance à considérer qu'il y a des dangers, et c'est vrai qu'il y a des dangers. Le point qui est quand même très important et qui ressort de tous les débats que nous pouvons avoir sur le sujet, c'est l'importance de l'incarnation. Vous voyez, aujourd'hui, on a une présentation incarnée, c'est ce qui nous rassure, c'est pour ça qu'on les écoute, et c'est pour ça qu'on apprend beaucoup de choses. Ce que je disais au départ, on n'est pas les réseaux sociaux, on est exactement des humains. L'authenticité de ce qui nous est dit, l'incarnation, et on aura vraiment encore beaucoup besoin de ça, et on sera systématiquement à la recherche de l'incarnation. Et ce qu'on dit aux jeunes avocats, vous savez, la prise de parole, la véritable oralité, l'incarnation que vous représentez, l'authenticité au moment où vous vous exprimez. Vous savez, l'IA est très loin de parvenir à ce degré qui n'est pas de la performance, qui est simplement de l'humain. Donc, pour nous, il y a encore de la place, même s'il y a des choses qu'on fera avec l'IA, c'est évident. Heureusement que dans un procès, on ne sera pas face à des robots. Ça pourrait être compliqué. Bon. Voilà. Je vous remercie d'être tous venus. On va pouvoir échanger de vive voix, mais autour d'un verre, tous ensemble. À bientôt pour d'autres rencontres sur d'autres thématiques.